Cette 10e leçon, qui est en fait la 4e du cours de magnétostatique, va être consacrée à l'étude de l'induction électromagnétique. En fait, on devrait plutôt parler, comme nous le verrons, d'induction magnétique. L'idée est la suivante. Les physiciens qui s'intéressaient au 19e siècle à l'électromagnétisme se sont souvent posé la question suivante. À partir du moment, comme nous l'avons vu dans les leçons précédentes, où un champ électrique, un courant peut induire un champ magnétique, est-il possible, est-il envisageable qu'un champ magnétique puisse à son tour induire un courant? Plusieurs expériences furent tentées et ce n'est que vers 1831, avec les expériences de Faraday, que l'on comprit que ce n'était pas tant la présence du champ magnétique qui allait induire un courant, mais plutôt la variation de celui-ci et plutôt même la variation du flux de ce champ magnétique. L'induction électromagnétique était née. Nous allons voir qu'elle nous amènera à reprendre les équations que nous avons déjà établies sur le champ électrique et sur le champ magnétique. Et surtout, elle a eu des conséquences extrêmement importantes sur les applications de l'électromagnétisme, en particulier pour tout ce qui est conversion électromécanique. Le plan de la leçon va donc être le suivant. Nous allons dans un premier temps partir d'un certain nombre de résultats expérimentaux qui vont nous permettre de comprendre un petit peu mieux le phénomène d'induction et d'établir la loi de Lenz qui y est liée. À partir de ces expériences, nous allons établir une nouvelle relation très importante de l'électromagnétisme, qui est la relation de Maxwell-Faraday, et qui nous conduira ensuite à revisiter le problème des potentiels scalaires et vecteurs en régime variable, puisque, comme nous allons le voir, la dépendance en fonction du temps du champ magnétique va nous conduire à redéfinir ces potentiels vecteurs et scalaires. Le chapitre suivant sera consacré à l'étude de circuits mobiles dans un champ magnétique et la dernière partie du chapitre, de cette leçon, sera consacrée à la définition de l'inductance mutuelle et de l'inductance propre d'un circuit. Il est temps donc de commencer par la première partie qui va s'intéresser aux expériences qui ont permis de mieux comprendre l'induction électromagnétique et d'établir la loi de Lenz. Regardons la première expérience. En fait, celle-ci, nous l'avons déjà d'une certaine manière vue. Un circuit électrique, un champ magnétique, et ici un barreau AB qui ferme le circuit électrique, mais ce barreau AB, nous allons pouvoir le déplacer. Le champ B est uniforme, et si nous déplaçons le barreau AB à la vitesse V, un courant apparaît dans le circuit. Le courant, le sens du courant dépend du sens de déplacement, c'est-à-dire que suivant que nous allons déplacer le barreau dans ce sens ou le barreau dans ce sens, le courant dans le circuit va être de sens différent. Et si nous regardions le champ magnétique à son tour induit par ce courant, eh bien, nous nous apercevrions que ce champ magnétique induit par le courant lié au déplacement tend à s'opposer en fait au champ magnétique que nous avons créé et donc tend à s'opposer au déplacement. Ceci est la première expérience. Regardons maintenant la deuxième expérience. Ce coup-ci, nous avons deux circuits. Le circuit C1, ce coup-ci, à la différence du circuit précédent, le circuit C1 est indéformable. Il ne bougera pas. Un champ magnétique constant et un circuit C2 qui est ici. Et le circuit C1 est soumis au champ magnétique variable dû à un courant variable dans le circuit C2. Une manière de faire varier, par exemple, le champ magnétique ici consiste tout simplement à ouvrir et à fermer le circuit, et la transition sur le courant va faire changer le champ magnétique dans le circuit. Quand le champ varie, on s'aperçoit qu'un courant apparaît dans C1 seulement si B est variable. Dès que B est constant, le courant ne bouge plus. Et comme tout à l'heure pour l'expérience 1, le sens du courant
dépend du sens de la variation du courant dans C2. Et nous pourrions à nouveau retrouver la règle que nous avions établie tout à l'heure, c'est-à-dire le champ magnétique induit par le courant du circuit C2 va s'opposer à la variation que nous tentons de lui appliquer. Ceci est l'expérience 2. Quelle est la troisième expérience? Nous avons à nouveau deux circuits, C1 et C2. Le circuit C1 est indéformable. Le circuit C2 va créer le champ magnétique. Et nous supposons que le champ magnétique B qui est créé ici, le champ magnétique B n'est pas uniforme. Et on s'aperçoit à ce moment-là que quand on va déplacer le circuit C1 dans le champ non uniforme, un courant apparaît dans C1. Donc le gros changement par rapport à tout à l'heure, c'est le circuit est indéformable, nous le déplaçons à une certaine vitesse dans un sens ou dans l'autre. Si nous changeons le sens de déplacement, le courant qui va apparaître va être différent. Et l'essentiel, c'est que le champ B qui est ici, qui est créé par le circuit C2, ne soit pas uniforme. C'est ces trois expériences qui sont fondatrices un petit peu de l'induction électromagnétisme et qui ont été, sous cette forme-là ou sous d'autres formes, mises au point par Faraday en 1831. Et la seule interprétation qui tienne pour essayer d'expliquer la présence du courant donc dans le circuit C1 est la suivante. L'interprétation est la suivante. Le courant doit être induit par une force électromotrice qui est due à la variation du flux du champ dans le circuit. Et si effectivement nous prenons ça comme explication, nous pouvons interpréter les trois expériences, puisque la variation de flux va être due au phénomène suivant. Dans le circuit 1, c'est la déformation du circuit. Vous vous rappelez, nous avons déplacé le barreau AB. Dans le circuit 2, c'était le champ variable dans le temps qui va être à l'origine de la variation de flux et donc à l'origine du courant. Et dans le circuit 3, c'était le champ non uniforme et le fait que le circuit soit en mouvement qui va être à l'origine du courant induit. L'ensemble de ces trois expériences peut être donc, et l'hypothèse faite sur la force électromotrice, peut être ramenée finalement à l'équation extrêmement simple suivante due à Faraday, c'est que la variation de flux dφ sur dt, qui peut avoir plusieurs origines, induit une force électromotrice ici, E de t. Nous pouvons, à partir de cette interprétation-là, essayer de reprendre les trois expériences que nous avons décrites. Revenons à la première. Donc, vous vous rappelez le circuit et le barreau AB que je peux déplacer à la vitesse v. En déplaçant ce barreau, il y a une force de Lorentz qui va apparaître et qui agit sur les charges. En fait, cette force de Lorentz due au déplacement pousse les charges dans le circuit et les fait circuler. On peut calculer donc cette force qui agit, elle n'agit que sur la partie mobile du circuit ici, donc sur le segment AB de longueur L. Elle est égale à QV vectoriel B, où V est la vitesse de déplacement. Et nous pouvons donc la calculer de la manière suivante. La circulation de cette force le long du circuit se ramène en fait à la circulation de la force le long de AB. Et donc la force étant égale à QV vectoriel B, appliquée uniquement au segment AB de longueur L, nous trouvons la force qui est ici. Cette force, nous pouvons l'exprimer d'une manière différente en essayant d'exprimer la variation de flux du champ magnétique. Donc le flux est égal à VLB, c'est-à-dire c'est la variation dans le temps de la surface de notre conducteur multipliée par le champ magnétique. Et comme il se déplace à la vitesse v et qu'il y a juste le segment AB qui est déplacé, à la variation du flux dans le temps, dφ sur dt, va donc être égal à VLB.
Si nous appliquons, nous calculons la force électromotrice due à cette variation, à la circulation de la force, eh bien, nous retrouvons, en nous servant des relations que nous avions établies dans le chapitre précédent, que la force électromotrice de T, qui est égale à 1 sur Q, somme de FDL, nous avons vu tout à l'heure qu'elle était égale à moins VLB, elle est donc bien égale à moins dφ sur dt. Donc, en fait, l'expérience 1 ne nous apprend pas grand-chose par rapport à ce que nous avions déjà vu quand nous avions étudié dans le chapitre précédent l'action des champs électriques et magnétiques sur des conducteurs. En fait, on retrouve les mêmes idées qui sont ici. Par contre, dans l'expérience 2, il y a vraiment quelque chose de nouveau, puisque le circuit est indéformable, il ne se déplace pas, donc il n'y a plus de force de Lorentz. Et donc la seule explication, c'est que le champ magnétique variable qui est créé par le circuit 2 induit donc dans le conducteur un champ que nous appelons le champ d'induction. Ce champ EI, il est tel que la circulation de ce champ EI le long du circuit, somme de EI dl, est égale donc à la fameuse force électromotrice et est égale à moins dφ sur dt. On revérifie, le signe moins ici, si on y fait bien attention, explique ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est que la force électromotrice, induite par la variation de champ magnétique, par la variation de flux, va créer un courant qui va chercher à son tour à créer un champ magnétique qui s'oppose à la variation. C'est l'idée de la loi de Lenz que nous allons retrouver tout à l'heure. Donc, l'élément nouveau et important, c'est que nous venons d'imaginer un nouveau champ, qui est un champ d'induction, et la circulation de ce champ est non nulle, comme on vient de le voir, à la différence du champ électrostatique que vous avez étudié en électrostatique et dont nous avons déjà rappelé que sa circulation, elle, était nulle. Donc si la circulation de ce champ est non nulle, il ne dérive plus d'un potentiel scalaire, comme le champ électrostatique, et son rotationnel ne peut pas être nul, comme l'était le rotationnel du champ électrostatique, rotationnel de E, qui était égal à 0. Nous devons donc réécrire, essayer de définir une nouvelle définition du rotationnel pour ce champ induit. Et pour ça, nous allons nous resservir de la relation que nous voulons établir sur la variation de flux dφ sur dt. Cette variation de flux dφ sur dt est donc égale à dB sur dt fois ds. C'est bds étant le flux à travers un élément de surface ds. On a vu aussi que dφ sur dt était égal à la circulation du champ d'induction du champ induit le long du circuit C. Et je peux me servir d'une fois de plus du théorème de Stokes pour relier la circulation de ce champ à son rotationnel en écrivant que la circulation du champ le long du circuit C n'est rien d'autre que le flux à travers la surface S s'appuyant sur C du rotationnel de I ds. Conclusion, le rotationnel du champ d'induction qui est ici est égal à moins dB sur dt. Et nous venons d'établir une relation extrêmement importante et nouvelle, à la différence du rotationnel du champ électrostatique qui lui était nul. Nous avons ici le rotationnel du champ induit qui n'est pas nul et qui est égal à moins dB sur dt. Revenons à l'expérience 3 pour voir ce que nous pouvons dire à partir de la définition que nous venons de donner du champ et des forces. Dans l'expérience 3, vous vous rappelez, c'est le circuit ABCD qui est ici. Lui va se déplacer. À partir du moment où ce circuit se déplace, on peut considérer les forces de Lorentz sont de nouveau entrent en jeu. Et compte tenu de la géométrie du dispositif, en fait, la force de Lorentz compte pour la partie AB qui est ici et pour la partie CD qui est ici. Donc cette force de Lorentz, nous sommes dans une situation similaire à l'expérience 1. Cette force de Lorentz agit sur les porteurs de charge dans AB, mais comme le champ n'est pas uniforme, la partie AB va voir un champ B2 et la partie CD qui est ici va voir un champ B1. Calculons la circulation de la force.
comme nous l'avons fait tout à l'heure pour l'expérience 1, le calcul est simple à faire, mais ce coup-ci, nous avons VL, facteur, L étant la longueur des barreaux ABCD, VL, facteur de B1 moins B2, puisque B1 et B2 sont différents. La variation de flux dans le déplacement du circuit, eh c'est tout simplement VL B2 dt pour la partie, pour une des extrémités du circuit, moins VL B1 dt pour l'autre extrémité du circuit. Et donc nous retrouvons la relation que nous avons établie, moins dφ sur dt, la variation de flux dans le temps est bien égale à la circulation de la force qui est ici, à nouveau, puisque le circuit se déplace, la force de Lorentz. Mais si nous reprenons l'expérience 3, et si au lieu de déplacer le circuit C1, nous déplaçons le circuit C2, le circuit C1 devient immobile, et vous voyez que dans le référentiel de C1 à ce moment-là, l'expérience 3 devient, elle, similaire à l'expérience 2, et nous ne pourrions plus invoquer la force de Lorentz. Donc, le résultat le plus important de ces expériences, en plus de la création du champ d'induction et des forces électromotrices qui sont liées, c'est aussi, ne l'oublions pas, la loi de Lenz que nous venons d'établir, qui nous dit que le courant induit va à son tour créer un champ, et ce champ induit crée un flux qui s'oppose à la variation de flux qui lui a donné naissance. Voilà pour la première partie, pour les résultats expérimentaux. Nous devons maintenant repartir de la relation importante que nous avons établie, qui est la relation de Maxwell-Faraday, pour en déduire un certain nombre de propriétés supplémentaires. Donc rappelons cette relation de Maxwell-Faraday que nous venons de voir. Elle nous dit que le champ induit EI par la variation de flux est tel que le rotationnel de ce champ induit est égal à moins dB sur dt. Mais il ne faut pas oublier que ce champ induit se rajoute à éventuellement un champ électrique appliqué. Et donc, si une variation temporelle de B est source de champ électrique, n'oublions pas que ce champ se superpose au champ électrostatique ES dû aux charges. Donc nous avons bien deux champs. Un qui est le champ induit que nous avons vu tout à l'heure et qui est fixé par la relation de Maxwell-Faraday, et un second qui est le champ électrostatique qui, lui, peut être dû aux charges dans le circuit, qui est fixé, dont le rotationnel est nul. C'est la somme des deux qui va constituer le champ total, le champ électrique, et cette somme des deux, le champ total, est donc telle que le rotationnel de E est égal à moins dB sur dt. Donc nous venons de modifier sensiblement la relation écrite en électrostatique et pour les régimes stationnaires sur le rotationnel du champ électrique. Cette relation nous donnait un rotationnel du champ électrique qui était nul, et nous avons maintenant un rotationnel du champ électrique qui est égal à moins dB sur dt, le champ électrique et le champ électrique qui est ici, comprenant le champ électrostatique et le champ induit. Donc résumons-nous, contrairement au champ électrique, au champ électrostatique, le champ E, qui n'est pas circulation conservatrice, peut fournir un travail aux charges électriques, et ce travail fourni aux charges électriques est dû à toute variation temporelle de B. Conclusion, puisque nous avons modifié la définition du champ, en rajoutant au champ électrostatique le champ induit, nous devons nous poser des questions concernant la définition des potentiels vecteurs et scalaires que nous avons déjà définis dans les leçons précédentes, en examinant ce que ces potentiels vecteurs et scalaires peuvent devenir en régime variable. C'est ce que nous allons faire dans la suite de la leçon, en regardant donc premièrement une relation que nous avons déjà établie concernant le champ magnétique. Cette relation est la suivante. Le champ magnétique est à flux conservatif, ce qui nous avait conduit à écrire que divergence de B était égale à 0. Cette relation est une relation de structure du champ magnétique et elle reste valable. À partir du moment où cette relation reste valable, ce que nous avions dit sur le potentiel vecteur grand A
associé au champ magnétique reste valable. Et on peut donc définir le potentiel vecteur grand A de telle manière que B, le champ magnétique, est associé au potentiel vecteur par la relation B égale rotationnel de A, puisque la divergence de B va me donner la divergence d'un rotationnel et que la divergence d'un rotationnel est nulle. Donc jusque-là, il n'y a rien de changé. Et en appliquant une fois de plus le théorème de Stokes, pour toute surface S, eh bien, nous pouvons calculer le flux à travers la surface du champ magnétique. Et nous avons vu que le flux à travers la surface du champ magnétique, eh bien, c'est égal à la circulation sur le contour C du potentiel vecteur que nous avions défini. Donc pour l'instant, rien de nouveau. Par contre, maintenant, si nous tenons compte de la relation de Maxwell-Faraday que nous venons d'établir, que je rappelle ici sous sa forme intégrale, c'est-à-dire que la circulation le long de C du champ électrique qui comprend le champ, la partie électrostatique et la partie induite, plus d sur dt du flux du champ magnétique, la somme des deux est égale à 0. Eh bien, compte tenu de la définition que nous avons donnée tout à l'heure de la relation existante entre le champ magnétique et le rotationnel, nous obtenons la relation suivante. J'ai simplement remplacé ici B par son expression. Et donc nous obtenons en fait deux termes, là toujours la circulation du champ électrique plus champ induit, et puis le flux de B à travers S, qui maintenant s'exprime non plus comme l'intégrale à travers B, à travers S du champ magnétique, mais comme la circulation le long du contour C de dA sur dt. Et donc si je fais la somme des deux, j'obtiens la relation suivante, à la circulation le long de C du champ électrique plus la dérivée du potentiel vecteur dl est égale à 0. Là, nous obtenons quelque chose de nouveau, puisque ce coup-ci, ce n'est plus, il y a un terme E plus dA sur dt, c'est lui qui est à circulation conservatrice, alors que quand on avait des régimes non dépendants du temps, il ne restait que E qui était à circulation conservatrice. Donc c'est lui qui est à circulation conservatrice. Et donc à ce champ, je peux associer un potentiel scalaire tel que E plus dA sur dt est égal à moins gradient de V. Si nous revenions en régime stationnaire, non variable, le terme qui est ici disparaît et je retrouve à ce moment-là E égale moins gradient de V. Donc maintenant, le champ électrique qui comprend, je me répète, le champ électrostatique et le champ induit, ce champ électrique est égal à moins gradient de V, moins dA sur dt. Cette relation est nouvelle par rapport à celle que nous avions établie précédemment, puisque nous n'avions que E égale moins gradient de V. Elle est la résultante pour les potentiels vecteurs et scalaires de la conséquence de la relation de Maxwell-Faraday et du champ induit. Le couple VA que nous venons de définir, que nous venons de modifier, constitue le potentiel électromagnétique et le couple EB constitue le champ électromagnétique. Nous pouvons rappeler quelque chose que nous avons déjà discuté plusieurs fois, c'est le problème de l'invariance de jauge. Rappelez-vous, l'invariance de jauge veut dire simplement que en fait, la définition de A et de V par rapport au champ électrique et magnétique est telle que A et V sont indéterminés. Pourquoi? Parce que si je construis un nouveau potentiel vecteur A' tel que A' égale A plus le gradient de f, la seule condition c'est que la fonction f soit dérivable, et un potentiel scalaire V' tel que V' égale V moins df sur dt, donc effectivement f est toujours dérivable, eh bien on montre aisément que le champ électrique E' qui résulte de cette définition, en fait, est égal au champ électrique E. Donc nous n'avons rien changé. Cette invariance de jauge, nous la reprendrons tout à l'heure pour étudier dans le cadre des équations de Maxwell. Nous allons maintenant appliquer les résultats que nous venons d'obtenir à l'étude de circuits mobiles
dans un champ magnétique. Donc la question est la suivante. Pour des circuits mobiles dans un champ magnétique, il va apparaître une force électromotrice induite E de t dans un circuit, le circuit pouvant être soit animé d'une vitesse v dans un champ B, le champ pouvant être variable, le circuit pouvant être éventuellement immobile. Nous rappelons la relation de Maxwell-Faraday que nous avons établie, qui nous donne donc la circulation du champ le long du contour C plus la variation du flux sur la surface S s'appliquant au contour C qui est égale à 0. Cette relation, nous allons pouvoir l'écrire un petit peu différemment, puisque la force, au cas où il y ait un déplacement du circuit, la force exercée sur les charges à la force de Lorentz à l'expression suivante. F égale QE plus V vectoriel B. Compte tenu de la définition qui est ici, la force électromotrice, qui est donc la circulation le long du contour C de la force de Lorentz, va s'écrire de la manière suivante. Et compte tenu de la définition de E et de la circulation de E le long du circuit lié à la relation de Maxwell-Faraday, je vais remplacer cette expression-là par le terme qui me donne la variation du flux du champ magnétique, et j'obtiens donc que la force électromotrice induite dans le circuit C, soumis à un champ variable éventuel, plus à une vitesse v, va prendre la forme suivante. Donc en fait, il y a deux contributions à la force électromotrice. Ces deux contributions à la force électromotrice sont les suivantes. La première, c'est celle qui est liée éventuellement à la variation de flux du champ magnétique, si le champ n'est pas stationnaire. Et la seconde, c'est celle qui est liée à un déplacement. Essayons d'appliquer ça à deux exemples relativement simples, mais qui sont lourds de conséquences pour leurs applications dans le domaine de l'électricité. Le premier exemple est le suivant. Soit une spire rectangulaire qui est placée dans un champ B magnétique tournant à la vitesse oméga. Donc ici, la spire est fixe, prend un repère orthonormé x, y, z, et le champ B qui est ici, qui est un champ qui est créé par notre système, le champ B tourne à la vitesse oméga t. Donc le résultat, la force électromotrice dans ce cas-là, est uniquement liée à la variation du flux du champ magnétique à travers la spire, elle étant immobile. Le terme qui aurait dû dépendre de la vitesse de la spire n'entre pas en ligne de compte. Donc il faut que nous calculions ce terme-là. Alors je vous laisse faire quelques étapes du calcul, mais c'est relativement simple. Si on prend un champ qui varie à la fréquence oméga, la projection suivant la composante x de bx de t est égale à b cosinus oméga t. La composante suivant y, by est égale à b sinus oméga t. Et si on peut calculer donc la dérivée de bx, la dérivée de by, ça fera apparaître des termes en oméga b ici. Et ensuite faire le calcul du produit scalaire qui est ici par la surface. Et on obtient assez facilement le résultat suivant, c'est que la force électromotrice induite est égale à b oméga sinus oméga t moins θ. Donc le résultat très important, c'est que la rotation du champ magnétique qui est induite par une composante mécanique, donc il y a une énergie mécanique qui est fournie pour créer un champ magnétique qui va tourner et convertie en énergie électrique à travers un courant qui va circuler dans le circuit. Donc on voit ici un exemple de la conversion électromécanique. Le petit montage expérimental que nous venons de regarder est en fait en électricité le principe des alternateurs à induit fixe. Autre exemple, nous reprenons le même montage, mais ce coup-ci, au lieu de faire tourner le champ magnétique va être constant et c'est la spire qui tourne. Donc l'énergie mécanique est fournie pour la rotation de la spire. Et la spire tourne dans un champ B stationnaire.
Donc si nous reprenons l'expression de la force électromotrice, ce coup-ci, c'est le terme dépendant de la vitesse qui reste. Par contre, le terme en dB sur dt disparaît puisque le champ est stationnaire. Donc il faut à nouveau calculer la rotation. Il suffit de prendre la composante petit n normale à l'aspire, de la projeter sur les axes x et y, vous obtenez les deux termes qui sont ici. Ensuite, on va supposer que le champ B est uniquement, pour simplifier le calcul, dirigé suivant la direction x. Et après quelques lignes de calcul que je vous laisse faire, après avoir calculé bien sûr la vitesse, on obtient la force électromotrice qui est ici, E de t, qui est égale à BAB oméga sinus oméga t plus θ. Donc un résultat qui est le symétrique en fait du précédent, qui nous donne donc une force électromotrice et un courant induit dans l'aspire du fait de sa rotation dans un champ stationnaire. Le dernier exemple, c'est celui que nous avons déjà étudié dans la première expérience. Revenons à notre circuit pour lequel nous déplacions ici un élément du circuit à la vitesse v, c'est-à-dire un barreau conducteur mobile sur des rails. Si nous calculons la force électromotrice induite, le seul terme qui apparaît ce coup-ci, c'est celui qui dépend du déplacement du circuit par l'intermédiaire de la vitesse qui est ici. Le calcul revient uniquement à faire l'intégrale de la force le long du segment AB. Vous obtenez le terme VBL qui est ici, qui est bien sûr égal au flux coupé par le circuit, et vous obtenez la force électromotrice induite E de t moins dφ sur dt, qui, compte tenu de la définition du flux, vous redonne bien entendu VBL. Nous avons retrouvé en fait des résultats ici que nous connaissions et qui dérivent de ce que nous avions vu dans la leçon précédente. Nous en avons fini donc avec cette étude des circuits mobiles dans un champ magnétique. Il nous reste à étudier quelque chose d'important pour la suite, qui est la notion d'inductance mutuelle et d'inductance propre de circuits. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de s'intéresser au couplage magnétique entre des circuits en cherchant la relation qui peut exister entre le flux créé par l'un des circuits dans l'autre circuit. Donc le schéma est le suivant. Voici deux circuits. Un circuit C2 parcouru par le courant I2. Un circuit C1. Et nous cherchons le flux créé dans C1 par le champ magnétique B2 créé dû à C2. Nous allons nous servir d'un certain nombre de résultats que nous avions déjà établis. Le flux donc, du champ magnétique de 1 dans 2, c'est bien sûr l'intégrale sur une surface S1 s'appuyant sur le contour C1, de B2, le champ créé par le circuit 2, multiplié par des S1. Et que nous pouvons restox, si je puis me permettre, ramener à la circulation le long de C1 du potentiel vecteur A2 fois dR1. Or, ce potentiel vecteur, nous connaissons son expression, nous l'avions défini dans les chapitres précédents, le potentiel vecteur A2 induit par le circuit 2, en supposant que le circuit 2 est filiforme, ce potentiel vecteur a l'expression suivante, où I2 ici est le courant circulant dans le circuit 2. Donc, le résultat est le suivant. Le flux induit dans 1 par le circuit 2 s'écrit de la manière suivante, mu0 I2 sur 4pi, et puis l'intégrale sur C1 et l'intégrale sur C2 du terme qui est ici. Je peux l'écrire sous la forme tout simple suivante, M12 fois I2. M12, c'est quoi? C'est mu0 sur 4pi ici, multiplié par le terme qui est là. Si on regarde bien, la partie qui est ici, elle est purement géométrique.
elle va dépendre de la forme des circuits 1 et 2, de leur distance éventuelle. Et donc, c'est ce terme-là qu'on va appeler l'inductance mutuelle. Je l'ai définie entre 1 et 2. Je peux faire de la même manière. Maintenant, regardez le flux induit par le circuit 2 dans 1. Le résultat, pardon, par le circuit 1 dans 2, le résultat est le même. On va obtenir phi de 1 égale m de 1 I1. Et si vous vous rappelez les expressions de M12 de tout à l'heure, en fait, l'expression de M est totalement symétrique entre 1 et 2. Et donc, le résultat est le suivant, c'est que M12, hein, l'inductance mutuelle entre 1 et 2 est la même que l'inductance mutuelle entre 2 et 1, et elle est égale à grand M. Grand M est quelque chose qui est donc caractéristique de la géométrie des circuits et de leur distance et de leur position respective. C'est grand M, donc c'est l'inductance mutuelle des circuits C1 et C2. Ça se mesure en Henry. Et donc l'expression de grand M est la suivante. mu0 sur 4pi, la circulation sur C1 et la circulation sur C2, de dr1, dr2, et puis au dénominateur, ici, quelque chose qui dépend de la distance entre les deux circuits. Donc on voit bien à nouveau que cela est purement géométrique. On pourrait appliquer la même relation, la généraliser à des distributions volumiques de courant, et à ce moment-là, on obtient pour grand M l'expression qui est ici. Ce qui me permet de redéfinir la force électromotrice induite. Puisqu'on a vu que la force électromotrice induite par 2 dans 1, E12, c'était moins dφ1 2 sur dt. Compte tenu de la définition que nous venons de donner de l'inductance mutuelle, eh bien, c'est tout simplement moins m d de I2 sur dt. De la même manière, E21, ça sera moins d de phi de 1 dt sur dt, moins m dI1 sur dt. Donc en fait, connaissant l'inductance mutuelle des circuits et les courants circulant dans les circuits, on peut très facilement calculer la force électromotrice induite par l'un dans l'autre. Cette notion d'inductance est aussi applicable à un circuit seul, qui va avoir sa propre inductance, que je vais définir comme le rapport entre le flux créé par le courant circulant dans le circuit. Puisque si j'ai un courant qui circule dans un circuit, ce courant crée un champ magnétique et le champ magnétique correspondant crée un flux pour le circuit. Donc phi est bien le flux créé par le champ B issu du circuit parcouru par C. Un petit problème quand même, c'est que si je considère que le circuit est filiforme, le calcul de L apparaît impossible. Donc pour un circuit filiforme, pourquoi le calcul de L apparaît impossible? Parce que si vous reprenez les expressions de B de A pour un circuit filiforme, elles divergent quand R tend vers 0. Donc si vous voulez faire le calcul de l'inductance propre d'un circuit, il faut tenir compte de la dimension non finie, même s'il apparaît filiforme, de ce circuit, et tenir compte de la distribution volumique des courants, et on obtient les expressions suivantes. Donc l'inductance propre d'un circuit va avoir une conséquence extrêmement importante, c'est qu'elle génère une force électromotrice d'induction. En effet, cette force électromotrice d'induction de T va être égale à moins dφ sur dt, le flux créé par le circuit sur lui-même, est donc égal à moins L dI sur dt. Le signe moins nous rappelle la loi de Lenz, puisque le courant généré par la force électromotrice va s'opposer à la variation de I, la loi de Lenz que nous avions déjà établie précédemment. Ayant défini l'inductance mutuelle de deux circuits et l'inductance propre d'un circuit, nous pouvons, et cela terminera cette leçon, établir ce qu'on appellera la matrice inductance de deux circuits. Le calcul est relativement simple à faire. Le flux dans chaque circuit est égal au flux d'auto-induction, c'est-à-dire le flux du circuit sur lui-même, plus le flux induit par le circuit voisin. Donc si nous écrivons le flux total, c'est le flux d'auto-induction qui est égal à L1, I1, où I1 est le courant circulant dans le circuit, plus le flux induit par le circuit voisin, par 2 dans 1, qui est donc égal à MI2. De la même manière,
Φ2 va avoir l'expression suivante. Et nous pouvons en fait écrire ça sous une forme matricielle qui est ici. Φ1, Φ2, hein, et la matrice définie en fait par les inductances propres et la mutuelle inductance. Donc cette matrice ici est la matrice inductance de deux circuits. Ce serait bien sûr généralisable à n circuits. À ce moment-là, vous auriez des matrices non pas de 2, mais nn. Cette matrice inductance, elle est caractérisée par un paramètre important qui est le coefficient petit k, qui est le rapport entre la mutuelle inductance et la racine carrée des inductances propres. Et ce coefficient petit k, en fait, mesure le couplage entre les deux circuits. Si k est voisin de 1, ça veut dire que la mutuelle inductance est très forte, et donc on va avoir un couplage maximal entre les deux circuits. Si k est très faible, ça revient à dire que la mutuelle inductance est faible et que les deux circuits sont découplés. Un bon exemple de ça que nous aurions pu étudier, c'est par exemple un transformateur où on s'efforce d'avoir un couplage maximum avec une mutuelle inductance qui est égale à 1. Nous venons donc de terminer la leçon sur l'induction électromagnétique. Je crois que la relation la plus importante à retenir de cette leçon, c'est la relation de Maxwell-Faraday, qui a été quelque chose de nouveau, puisque par rapport au régime stationnaire que nous avions étudié dans les précédentes leçons, nous avons introduit cette notion de champ électromagnétique induit, qui nous a conduit à une nouvelle définition pour le rotationnel du champ électrique. On pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a aussi des modifications à apporter au champ magnétique et au rotationnel du champ magnétique, c'est-à-dire en fait au théorème d'Ampère. C'est ce que nous verrons dans la prochaine leçon, qui est consacrée aux équations de Maxwell.